Ok, donc là maintenant on va rentrer un peu dans le cœur de Spring, avec tout ce qui est justement injection de dépendance, qui est vraiment le point clé qu'il faut comprendre pour bien comprendre ce qui est posé au cœur de Spring. Donc Spring, donc là je vous le montre pour Java, si on regarde un peu les briques de base qu'on a, on a Spring Core justement qui est ce côté conteneur léger qui supporte l'injection de dépendance, Spring AOP qu'on va voir après, et puis après pas mal d'autres couches qui existent. Il y a eu aussi des implémentations dans d'autres, pour d'autres stacks techniques, par exemple pour .NET, où on va retrouver un peu les mêmes éléments là-dessus. Donc le point clé qu'il faut comprendre pour la partie Spring Core, c'est ça, c'est ce côté injection dépendance. Et ce qu'on avait vu, c'est de se dire, le problème quand on suit un côté injection de dépendance, c'est qu'à un moment, je suis obligé de déclarer tous les objets que je souhaite instancier et comment je le lie les uns aux autres, ce qui peut être extrêmement pénible sur une application de taille un peu réelle. Donc, l'idée de base, c'est justement d'utiliser un container qui va gérer cette complexité d'instancier les objets, d'appeler les setters des objets pour les lier entre eux, etc. Et c'est vraiment là-dessus que Spring arrive. Spring, il va nous permettre de déclarer les objets qui doivent être créés, et puis d'injecter les dépendances, de gérer leur cycle de vie en disant est-ce que ces objets c'est des singletons, est-ce qu'il y en a un par client qui se connecte, etc., par thread, etc., etc. Donc, Spring, dans son cœur, avant tout, c'est un framework pour assembler l'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une classe A qui a une dépendance vers une classe B, avec l'ancienne méthode, je faisais un new B-impl et je retirais une dépendance entre B-impl et A, ce que je ne souhaite pas avoir. Même si j'avais fait une belle interface B avec une classe B-impl qui implémente B, ça, c'est la technique que je ne souhaite pas avoir. Qu'est-ce que je vais faire dans Spring? Je vais pouvoir déclarer ma classe A, dire simplement mon attribut là, il a besoin d'être injecté, et puis à un moment, déclarer mon composant B qui implémente mon interface B, etc. Qu'est-ce qui va se passer parce que j'ai annoté mes classes addComponent? Au moment où le conteneur va démarrer, il va m'instancier des objets instance de la classe A, un objet instance de la classe B-impl, et puis il va gérer l'assemblage pour moi. Ce qui est malin aussi, on le verra dans la programmation par aspect, c'est qu'évidemment, comme il gère cet assemblage, il va pouvoir faire tout un tas de traitements supplémentaires s'il a besoin. Il va aussi pouvoir générer un proxy à la volée pour faire en sorte que le composant A, il ne dépende pas directement d'un objet instance de la classe B-impl, mais qui dépend d'un proxy qui, lui, peut déléguer des objets à la classe B-impl. Pourquoi ça va être pratique? Parce que dans ce proxy, il va pouvoir ajouter des traitements supplémentaires, il va pouvoir décorer le comportement, et c'est entre autres avec cette technique-là que Spring va gérer un certain nombre de problématiques liées à la sécurité, la façon dont il va implémenter la programmation par aspect, etc., etc. Le gros intérêt de fonctionner comme ça, c'est qu'on va pouvoir avoir des bonnes pratiques de développement. Forcer la séparation claire entre l'interface et l'implémentation. Faire en sorte que deux implémentations ne dépendent pas l'une de l'autre. Le code va plutôt être plus petit, plus clean. On va rester sur les intentions de ce que doit faire une classe. L'assemblage, il va être géré ailleurs. On va respecter ce principe de Dependency Inversion Principle. Ça va permettre d'atteindre plus facilement l'Open Close Principle, faciliter la testabilité. Ça va gérer l'assemblage complexe. Spring va gérer l'assemblage complexe pour vous, réduire le couplage qu'on va avoir dans le code, permettre la reconfiguration, et puis faciliter la réutilisation liée au fait qu'on a diminué le couplage dans notre code métier. Des frameworks qui proposent ça, il y en a énormément. Donc là, on va voir Spring, mais il y a d'autres frameworks qui poussent ce côté injection de dépendance. C'est une pratique qui est devenue un peu commune en développement objet. Alors, ce qui est intéressant de voir sur Spring, c'est qu'au départ, là, je vous l'ai montré avec des notations, mais tout ça, on pouvait le faire aussi au travers de code XML. Donc en gros, tout l'assemblage des objets, on les faisait dans du code XML, et on pouvait dire mais c'est affreux, autant le faire en Java. Le fait de changer de langage, ça permettait de forcer les développeurs à séparer ce qui était de la phase du code
vraiment réutilisable, métier, etc. Ce qui était une problématique de configuration pour une application donnée, et tout ce qui était lié à la configuration allait dans un fichier XML, et ils avaient outillé pour que ce soit pas trop pénible de faire ce fichier XML, mais justement, toute la déclaration des objets instanciés, l'assemblage, etc., bah, ils l'avaient sorti du code pour garder un code le plus clean possible. Le cœur de Spring, c'est ça. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que des sociétés, à un moment, ont choisi de pousser Spring justement parce que ça m'a été de pousser des bonnes pratiques dans une équipe de développement. Quand vous êtes une ESN, eh ben, une des difficultés, c'est que vous pouvez avoir des gens qui viennent de plein de formations différentes, avec des expériences différentes, etc. Si vous voulez conserver sur un projet qui va durer 2-3 ans une base de code correcte, eh ben, de forcer à un moment une bonne séparation, interface, implémentation, configuration, code, métier, etc., bah, ça a été vu comme des bonnes pratiques. Donc pas mal de sociétés ont aussi choisi ce genre de framework pour pousser les développeurs à suivre un certain nombre de bonnes pratiques de développement. L'autre point qui est intéressant de voir ça, c'est que bah, le framework a pris un moment tellement d'ampleur qu'à un moment quand VMware, qui était un opérateur de cloud, a cherché à renforcer son offre pour proposer toute une offre de PaaS, donc tout un framework pour expliquer à ses clients, si vous voulez développer des applications qui tournent dans le cloud, voilà comment il faut faire. Et bien globalement, ils ont été rachetés Spring, la société Spring Source qui était derrière Spring, pour 500 millions de dollars. Et d'une manière ou d'une autre, si on était un peu caricatural, on pourrait dire, ok, ils ont racheté quelque chose qui fait de l'injection de dépendance en XML pour 500 millions de dollars. Alors évidemment, il y avait un peu plus d'autres choses. Il y avait aussi toute une communauté derrière, mais c'est ce qui était intéressant. Donc juste pour vous montrer aussi, donc ces exemples de Baldung, là, c'est un site qui est très très bien fait autour de Spring avec énormément de tutoriels. Donc là, je vous en montre juste pour bien montrer un peu cette partie-là aussi. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire de l'injection? On va pouvoir déclarer soit comme j'avais fait dans des components, soit on va pouvoir déclarer une classe qui est une classe config où on va déclarer tous les bins qu'on veut avoir, en mettant à chaque fois des méthodes qui retournent des sortes de factories qui vont retourner le bin qu'on veut avoir. Donc là, par exemple, je vais lui dire, je peux créer un bin de type item, un bin de type store, et puis, bah voilà, je vais les instancier de cette façon. Dans ce cas-là, mes classes métiers vont être des classes métiers, tout ce qu'il y a de plus simple à ce niveau-là. On aurait pu faire exactement la même chose dans un fichier XML de l'autre côté. Donc, tout l'intérêt, c'est qu'on va avoir du code qui est extrêmement propre. On va pouvoir gérer de l'initialisation lazy uniquement au moment où on en a besoin, etc. Et garder des classes Pojo, tout ce qu'il y a de plus simple là-dessus. Donc, maintenant, on va basculer sur la partie programmation par aspect.